Bonsoir Nicolas. Bon, alors, c'est la 17e édition de la nuit. Hein. Eh oui, c'est le grand retour. Vous vous souvenez, l'année passée, 2020, l'édition avait été annulée à cause du Covid. Là, 2021, c'est la fête, c'est la nuit des musées, ici à Paris, mais dans toutes les grandes villes de France. Et puis en Europe aussi. Alors avant, il y avait 30 pays qui jouaient le jeu. Là, il n'y en a plus que 7, dont l'Italie, l'Espagne et la Russie. Et puis dans l'espace francophone, c'est un peu cavalier seul. Chacun fait comme il veut. La Belgique a choisi une édition étalée d'avril à juin. Et la Suisse, par exemple, Lausanne organise sa nuit des musées en septembre. Alors, quant à vous, Pascal, vous avez décidé de nous la faire vivre depuis le Palais de Tokyo à Paris. Bon, dites donc, Pascal, cette 17e édition semble attirer un petit peu moins de public que les précédentes. Hein. Eh bien oui, forcément, Nicolas, vous imaginez, en 2019, c'est 2 millions de visiteurs, rien que pour la France. Là, cette année, évidemment, c'est un contexte particulier. D'abord, c'est le premier jour des vacances scolaires, il y a le contexte sanitaire et puis il y a le calendrier de déconfinement. La décision de maintenir la nuit des musées a été prise très tard et puis, n'oubliez pas que les musées ne sont ouverts que depuis le 9 juin. Résultat, certains musées ne font rien du tout, comme par exemple le musée Rodin. Certains musées font une édition à minima, c'est-à-dire qu'ils ouvrent leurs portes la nuit, mais c'est tout. Et puis, il y a les résistants, comme le Palais de Tokyo, c'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Marianne Berger-Lalex. Bonsoir, vous êtes la directrice générale du Palais de Tokyo et vous avez tenu à faire cette édition de la Nuit des musées de manière festive. Pourquoi ? Parce que c'était important pour nous, voilà, de retrouver notre public et d'avoir un rendez-vous vers la normalité, de pouvoir proposer des moments conviviaux, de découvrir l'institution la nuit. Alors même si nous on le fait souvent vu qu'on est ouvert jusqu'à minuit traditionnellement, mais avec des expériences différentes, de la musique, de découvrir les œuvres avec des amis, en famille. Voilà, vraiment de pouvoir renouer avec nos publics et retrouver ces rendez-vous traditionnels qu'on aime en début d'été pour lancer l'été. Alors ce public, on l'a rencontré devant le Palais de Tokyo. Nous avons rencontré notamment 2 jeunes filles qui attendaient avec impatience 18h, parce qu'à 18h, l'accès est libre, il est gratuit. Je vous propose de les écouter. Ça change, c'est un cadre différent. Je pense que c'est une manière de percevoir les arts un peu différemment. Et même, je trouve que c'est un événement qui permet de promouvoir la culture d'une manière un peu différente. Je pense que ça rend peut-être le musée un peu plus attractif, ça change des expositions qu'on peut faire d'habitude et ça donne plus de visibilité, je pense, aux expositions qu'il y a actuellement. Donc c'est un événement important, je pense. Là, c'est vrai qu'avec un DJ set, ça fait vivre aussi, ça permet de faire venir des gens, je pense. Et puis voilà, c'est comme on disait, de découvrir d'autres facettes et de promouvoir les musées et leurs expositions. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que vous l'avez vérifié dans les éditions précédentes, est-ce que la nuit des musées attire un public qui sinon n'irait pas au musée? Oui, bien sûr, c'est un événement comme ça qui attire beaucoup parce que c'est des visites insolites. Après, nous, c'est aussi une façon de parler à notre public. On a un public plutôt jeune, mais c'est aussi une façon de parler aux familles et de venir entre amis encore plus au Palais de Tokyo. Alors justement, on va voir ce que ces amis et ce public jeune vient voir. Ici, c'est une exposition qui s'appelle Nature morte, carte blanche à Anne Klimov. Et je vous propose de regarder cette visite guidée que nous avons réalisée hier. Guillaume Gouet et Jean Darty, regardez leur reportage. L'idée d'Anne était vraiment d'installer un paysage urbain au sein du Palais de Tokyo et elle a découvert cette usine à Turin, en Italie, qui allait être démolie. Elle a été tout de suite fascinée par les verres qui étaient en façade du bâtiment parce qu'évidemment, ils étaient tagués, ils étaient abîmés. Je vais vous amener dans l'une des chambres qui constitue certaines parties du labyrinthe. Vous la voyez de dos, elle est un peu plus préservée par rapport au reste du labyrinthe. On découvre un matelas avec une guitare dessus. Donc c'est vraiment la sphère de l'intimité par rapport à tout ce paysage. À
la fin de cette rue, on est dans cette perspective qui nous amène dans un des espaces qui était invisible auparavant à partir de ce niveau, qui est une fosse dans laquelle le public n'a pas accès. Et donc on peut la regarder par en dessus comme ça. C'est vraiment l'incarnation d'un espace inaccessible et nous amène comme ça à une descente en spirale. Voilà, donc au Palais de Tokyo, il y a cette exposition, mais il y a aussi toute la nuit un DJ set avec différents DJ. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je vous propose de terminer cette chronique en musique. On les écoute. Pascal Bourgault avec Virgile Tron pour cet avant-goût donc de la Nuit européenne des musées.